Ça doit être ma 45e ou 46e intervention publique, depuis le mois de septembre 2008, date de la parution de mon dernier ouvrage, intitulé de façon audacieuse « La trahison des économistes ». Il a été convenu avec la puissance invitante que je traiterai le sujet, les crises de la mondialisation, origine, état des lieux, perspective. Et j'aurai 40 minutes, donc j'enlève ma montre de façon à essayer de tenir l'horaire pour traiter ce vaste sujet. Ceux qui ont lu mes articles ou mes ouvrages ne seront pas très surpris de ce que je vais leur dire. Néanmoins, j'ai essayé d'actualiser au maximum mon propos, compte tenu d'une situation qui, quoi qu'on en dise, est extraordinairement évolutive. Bon, alors, les origines, bon, trois parties, donc, origine, état des lieux, perspective. La première est la plus importante. Bon, origine. Alors, il y a deux choses à retenir essentiellement, qui sont ce que j'appelle le tournant néolibéral, qui se situe entre 79 et 82, qui est extrêmement marqué dans l'histoire, qui est à la fois un tournant politique, un tournant monétaire, un tournant financier, un tournant économique. Je dirais même, si j'avais une expertise dans ce domaine, que c'est un tournant culturel et un tournant de la psychologie collective. Je m'en tiendrai bien sûr à ce que je crois connaître et comprendre, c'est-à-dire aux aspects économiques et financiers, avec seulement une petite observation préalable de nature politique. Ce tournant que beaucoup de personnes rattachent avec raison avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en premier lieu, de Ronald Reagan en deuxième lieu, au Royaume-Uni et aux États-Unis, a été accompagné d'une réactivation du patriotisme américain et du patriotisme anglais par les deux personnalités concernées, tandis que l'expérience néolibérale embrassée par les États-Unis et l'Europe a été ensuite recopiée jusqu'à la caricature par l'Europe, à ceci près que l'Europe, elle, a fait le lit ou l'abandon du patriotisme de ses États membres. Il y a donc au sein même de cet Occident néolibéral une césure historique au moment même où le tournant s'effectue. Alors, et on le voit bien d'ailleurs dans notre politique française, puisque ce qui a été le gaullisme historique a commencé à se déliter et à se décomposer à ce moment-là. Jacques Chirac et Balladur ne sont pas des héritiers du général de Gaulle et de ceux qui l'ont accompagné. Alors, le premier tournant, c'est le tournant monétaire. C'est ce qu'on appelle le moment Volcker. Paul Volcker est aujourd'hui quelqu'un dont la personnalité a été réactualisée. Vous savez que c'est l'un des... Barack Obama s'est entouré de conseillers fort disparates, mais l'un d'entre eux s'appelle Paul Volcker, c'est l'ancien président de la Réserve fédérale. C'est lui qui est à l'origine des mesures dont on peut parler dans le débat tout à l'heure, concernant l'encadrement des activités des agents financiers, en tout premier lieu des banques. Bon. Donc les mesures Obama proposées en janvier sont en réalité des mesures Volcker, mais cette personnalité est une personne âgée, c'est quelqu'un de 85 ans, et qui est à la retraite, mais qui néanmoins est revenu sur le devant de la scène pour conseiller le nouveau président américain. Bon, Paul Volcker a cassé l'inflation américaine par une politique de taux d'intérêt extrêmement élevé. N'oublions jamais cet aspect des choses. Lorsque le tournant néolibéral a lieu, tous les pays occidentaux connaissent une inflation importante, plus ou moins importante, qui situe entre 6 et 25%. Les pays comme l'Angleterre ou l'Italie ont dépassé 20% d'inflation. La France et les États-Unis sont entre 10 et 14%. Et donc, il y a une situation que l'opinion n'accepte pas. En même temps, la situation économique s'est dégradée, un ralentissement économique est intervenu, et après certaines années d'atermoiement, on se décide à casser l'inflation. Ça se fait en Angleterre, aux États-Unis, par la voie monétaire, dans d'autres pays de façon plus souple, en agissant à la fois sur les salaires et sur la monnaie. Néanmoins, on casse l'inflation. Donc, c'est un point essentiel, l'inflation a été cassée. Alors, ça c'est donc, et ce changement a été l'origine première de tout un ensemble de changements. Presque au même moment, les banques, on a infiniment parlé depuis qu'elles ont commencé à faire faillite, les banques se sont
regroupé et ont pris l'initiative et ont demandé de pratiquer ce qu'on appelle la titrisation. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ici ce que veut dire la titrisation. C'est quelque chose de très simple dans le principe. Ça veut dire que vous êtes banquier, vous êtes société de crédit, vous êtes donc prêteur, vous prêtez à des personnes qui s'appellent des entreprises, à des agents économiques qui s'appellent les ménages, les particuliers, mais ces prêts, vous donnez la faculté de les revendre ensuite. Hein, vous les coupez en petits morceaux, comme des titres, hein, des obligations, des notes, en anglais, et vous les remettez sur le marché. Alors, cette initiative a été acceptée par les États. C'est un point essentiel, parce que cela veut dire que le producteur de crédit, qui est la société de crédit ou la banque, se défausse de la responsabilité de ce qu'elle a créé, du produit qu'elle a créé, le crédit qu'elle a créé. Et elle va le revendre à d'autres agents économiques, des fonds de placement, d'autres banques, et elle va ainsi donc se délivrer de ce risque. Alors, donc premier problème posé par la titrisation, qui s'est fait d'une façon non pas ponctuelle ou partielle. Quand les banquiers ont demandé cela, ils disaient, ça va nous donner une souplesse de gestion. C'est toujours ce qu'ils disent d'ailleurs. Quand on leur parle de la titrisation, c'est pour la commodité et le confort de notre gestion et pour avoir une meilleure liquidité de notre gestion. En réalité, la titrisation a été pratiquée sur une très vaste échelle. Le fameux mortgage américain est totalement titrisé. Le crédit les cartes de crédit à la consommation américaine sont totalement titrisées. C'est-à-dire que elles ne sont pas entre les mains, les créances consommables ne sont pas entre les mains de ceux qui ont pratiqué les prêts d'origine. Bon. Alors, premier problème posé, responsabilité du prêteur. Les prêteurs ne sont plus responsables. Lorsqu'une entreprise industrielle ou de services classiques réalise une production quelconque, elle peut toujours être mise en cause du fait d'un défaut de conception, d'un défaut de fabrication, d'un défaut dans le service qui a été rendu. C'est une responsabilité juridique, c'est une responsabilité civile, pénale et éventuellement une responsabilité commerciale. Or, avec le système de la titrisation, les banques, globalement, et les prêteurs, globalement, sont défaussés des risques de crédit. Et la personne qui a admirablement résumé la situation, en octobre 2008, s'appelle Richard Fisher. Richard Fisher est le président de la Réserve fédérale de Dallas. Vous savez que la Réserve fédérale est éclatée en 12 réserves fédérales locales. C'est celui de Dallas. Richard Fisher dit « Cette crise financière est une crise de la titrisation. » C'est-à-dire une crise des prêts titrisés. Donc, je ne saurais mieux dire que lui, plus sobrement et plus fortement. Deuxièmement, ce qui est apparu à l'occasion de la crise, et on le voit dès l'origine, les créances ainsi émises, sous des formes plus ou moins complexes, étaient difficiles à identifier, difficiles à estimer par les gens qui les achetaient puis qui les revendaient. Autrement dit, les marchés du crédit sont devenus opaques. Et c'est pour ça que c'est une des raisons principales pour lesquelles tant d'acteurs se sont retrouvés piégés par les crédits qu'ils ont consentis. Je prends un exemple très important et qui est de la plus grande actualité. Les Espagnols ont, vous le savez, infiniment abusé du crédit au cours des 15 dernières années. Les banques espagnoles n'ont pas fait faillite. Pour quelle raison? Alors que le rythme du crédit en Espagne a augmenté à un rythme incommensurablement plus élevé qu'ailleurs, le double de la moyenne de la zone euro. Elles ont revendu une masse importante de ces crédits, pas tout, hein, une masse importante de ces crédits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les banques allemandes ont dans leur compte pour 240 milliards d'euros de prêts espagnols qu'elles ne peuvent pas revendre, qui sont de mauvaise qualité, qu'elles ne peuvent pas revendre. Et les banques françaises, on est pour 194 milliards d'euros. C'est ça la titrisation, ça veut dire qu'on a ensuite des créances dont on ne connaît pas la valeur exacte et avec lesquelles on va devoir se débrouiller par la suite. Et le troisième problème posé, c'est celui du contentement du risque. Avec l'exemple que je donne, aussi bien qu'avec l'exemple du crédit hypothécaire américain, anglais, australien, on voit bien que le risque n'est pas cantonné à la zone ou à la nation où il est apparu, c'est-à-dire où on a effectué le prêt, et on a le mortgage fou américain dans le compte des banques anglaises ou françaises ou allemandes, et on a également donc les mauvais prêts australiens. Je fais une illustration, encore là aussi, pour bien vous faire comprendre la situation. La Société Générale
admirable entreprise, comme vous le savez, vient de créer une bad bank, c'est-à-dire une poubelle. Bon, une poubelle, elle met dans cette poubelle 25 milliards d'euros de prêts qu'elle a consentis sur le marché australien, marché hypothécaire australien, sur le marché hypothécaire américain et sur le marché hypothécaire anglais. Alors on les rapatrie en France. Étrange situation, puisque ce qui a été prêté dans ces pays devrait apparaître dans ces pays et donner lieu à des pertes fiscales financières et fiscales dans ces pays. Elle les rapatrie, ce qui va lui permettre de minorer son impôt en France. Bon, alors ça c'est une pratique que l'on peut trouver contestable, mais ça veut bien dire, vous voyez bien que on est allé sur des marchés à risque, et ces risques sont diffusés à l'échelon international. Bon. Donc le principe d'une bonne gestion du risque et d'un contournement du risque, et ce principe a été battu en brèche par cette pratique de la titrisation. Elle est au cœur, pour moi, de la crise bancaire et financière que nous avons connue. Troisième point à signaler, tournant monétaire, on casse l'inflation, changement des pratiques bancaires, des pratiques de prêt, on titrise. Troisièmement, développement disproportionné du crédit à la consommation sous toutes ses formes. Crédit à la consommation, crédit pour l'achat ou la construction de logements, c'est pratiquement la même chose. Hein, c'est un crédit au ménage. Bon. Le grand trou noir de la réflexion économique, l'un des grands trous noirs de la réflexion économique depuis la guerre, c'est le crédit au ménage. Avant la guerre, on ne connaît pratiquement pas le crédit au ménage. On le connaît un peu aux États-Unis, on le connaît un peu dans le land nazi. Hein, sous la période hitlérienne, on a développé le crédit au ménage pour relancer la machine économique. Mais c'est après la guerre que ce crédit au ménage se développe. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il donne des résultats extrêmement positifs. Le cycle économique du passé disparaît, et le nouveau cycle économique est un cycle économique qui se caractérise par des périodes de grande expansion et par des récessions très modestes, très courtes, et je pense, et je l'ai dit dans mon premier livre, Le capitalisme banal de sa finance, que le crédit au ménage a joué un rôle très important pour soutenir le système économique. Et comment ? Eh bien, nous avions une dette publique, une dette d'administration, nous avions une dette des entreprises, nous avions maintenant une troisième catégorie de dette, la dette des ménages. Donc on a réparti la charge de la dette sous les trois catégories d'agents, et cela a consolidé le système après la guerre, formidablement. Mais après 1980, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on accélère. Et ça, c'est vraiment un des points fondamentaux. Hein. C'est pas cantonné aux États-Unis. Hein. Quand on a les chiffres pays par pays, on s'aperçoit qu'en Europe, il n'y a pratiquement que 2 pays qui n'ont pas abusé du crédit au ménage. Ces pays s'appellent l'Italie et la France. Hein. Pour donner des chiffres qui vous permettent de comprendre la situation, l'Italie et la France sont à 1/3 et à la moitié du PIB en termes de crédit au ménage. Les États-Unis et l'Espagne sont à 100%. L'Angleterre est à 125% du PIB. Vous voyez que les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Si la France n'a pas connu de catastrophe immobilière, c'est grâce à ça. Ce crédit au ménage s'appuie aussi, en grande partie, sur un crédit au logement qui, dans les pays les plus touchés par la crise, est un crédit hypothécaire. Hein. C'est ce qu'on appelle le mortgage. Le mortgage, c'est un mot français. Ça vient du gage saisi sur le bord, et bizarrement, ce mot est passé dans la langue anglaise, je ne sais pas, peut-être avec les armées des rois d'Angleterre au moment de la guerre de 100 ans, mais il sert aujourd'hui à définir le crédit hypothécaire, ce que nous appelons le crédit hypothécaire. Alors, le problème est le suivant, hein, il faut bien comprendre cette chose-là, c'est qu'il a permis un développement considérable du volume des crédits. Le volume des crédits a permis un galop des prix de l'immobilier, c'est-à-dire que les logements achetés prenaient de la valeur année après année, un rythme de 8-10% au an en moyenne, sur les marchés concernés. Et donc, le gage lui-même, hein, le mortgage ou l'hypothèque qui garantit le prêt, se valorise. Et plus les gages se valorisent, et plus les prix apparaissent comme sûrs aux yeux des détenteurs des créances. Et par conséquent, vous avez une spirale apparemment vertueuse, mais périlleuse, qui consiste à développer sans cesse cette forme de crédit. Et je prends l'exemple suivant. Les Anglais ont raffiné leur système, c'est-à-dire que vous étiez un ménage américain, vous achetiez un logement pour 200 ou une maison pour 200 000 $, au bout de avec une hypothèque correspondant à l'intégralité du prêt, 200 000 $. Au bout de 5 ans,
votre maison vaut 280 000 $. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez chercher votre ancien prêteur ou un nouveau prêteur. Vous dites, regardez, je suis propriétaire d'un objet appelé une maison ou un appartement et qui s'est valorisé de 80 000 $. Pourriez-vous me faire un prêt complémentaire de 80 000 $? Ça s'appelle le equity withdrawal. Non, non. Eh bien, c'est ce qui s'est passé sur une vaste échelle. Donc, vous avez bien une mécanique auto-entretenue d'expansion du crédit s'est mise en place. Alors, la chose importante à voir aussi, c'est que si toute la période a été concernée par ce que je viens de décrire, c'est surtout pendant la dernière décennie, celle qui a commencé en 2001, que le phénomène est devenu vraiment disproportionné. Et c'est très bizarrement, au moment même ou à l'issue de la récession américaine et de la crise boursière des années 2001-2002, qu'on aperçoit une montée en flèche. Vous voyez que les principaux produits dérivés à partir de la consommation suivent une courbe exponentielle à partir de 2001-2002 jusqu'en 2008. C'est le moment de la catastrophe. Bon. Alors, quatrième point, la création de valeur pour l'actionnaire. Dans ce tournant économique, monétaire et financier. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que c'est très ancien. Les auteurs, ça a commencé avec Milton Friedman, l'économiste américain, en 1971, et puis d'autres auteurs sont intervenus sur le sujet, et puis c'est finalement Jack Welch, le président de General Electric, qui crée la formule shareholder value en 1981 dans une communication à ses actionnaire. Il dit, je travaille pour vous, je travaille pour créer de la valeur pour vous. Bon. Mais néanmoins, vous voyez bien, ça apparaît aux États-Unis quand même. C'est dans le monde anglo-américain que les choses se passent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on rejette à ce moment-là le modèle de l'entreprise issue de l'après-guerre. Ce modèle d'entreprise décrit à la fois par des gens comme Burnham, l'un des organisateurs, ou par John Kenneth Galbraith dans son nouvel état industriel, ce modèle d'entreprise bureaucratisée, hiérarchisée, dont les relations internes sont hors marché, et qui essaye de façonner le marché de façon à accroître son chiffre d'affaires et son profit. Ce modèle est contesté. Pourquoi? Parce qu'il s'accompagne aussi d'un renforcement des syndicats et des représentants du monde du travail au sein de l'entreprise. La prospérité et le fonctionnement de ce type d'entreprise permettent aux syndicats d'avoir la part belle dans le fonctionnement général de l'économie. Et c'est ce que contestent les gens comme Friedman et d'autres. L'entreprise n'est pas faite pour ses partenaires, ses fournisseurs, ou ses prêteurs, ou ses salariés. Elle est faite pour ses actionnaire. C'est un money maker, c'est une machine à fabriquer de l'argent. Et c'est cette thèse qui va prévaloir. Mais alors, le plus important peut-être, ce n'est pas seulement le principe théorique ou idéologique, c'est le fait que l'actionnaire n'est plus le même. Ce n'est plus les personnes ici représentées, ou Jean-Luc qui dit peut-être encore quelques actions, je ne sais pas. Ce sont des gérants de fonds de placement professionnels, ou des gérants de banque professionnels. Bon, ce sont des gens qui sont donc des sommes considérables à placer et qui sont beaucoup plus déterminants que les anciens boursicoteurs. Bon. Ce sont des gens qui sont en mesure de peser sur la stratégie et la gestion de l'entreprise. Bon. Et c'est là, à mon avis, le deuxième trou noir de la réflexion économique depuis la guerre, c'est ce changement de régime. Bon. Dans son nouvel état industriel, John Kenneth Galbraith utilise une formule très forte. Il dit, après la guerre, et son nouvel paraît en 67, au moment où on est encore dans l'expérience d'après-guerre, il dit, nous avons procédé à l'euthanasie de l'actionnaire. Le pauvre Galbraith est mort il y a quelques années, et je pense qu'il n'a pas révisé officiellement son jugement, mais de l'avoir révisé dans sa tête. Bon, évidemment, l'actionnaire est mort, mais ressuscité, mais sous une nouvelle forme, sous la forme des gérants, des SICAV en action et des fameux fonds de pension. C'est ça, les actionnaires. Bon. Alors, immense conséquence, instrumentalisation de l'entreprise et instrumentalisation des gens qui y travaillent. J'ai là, je vous ai apporté un article d'un professeur de droit du travail de Nantes, qui s'appelle M. Alain Scipio, et qui a donné Entreprise et carrière un entretien où il décrit bien ce phénomène. Alors, observation, alors,
Un dernier point, avant d'entrer, donc le 5e point, c'est l'indépendance des banques centrales. C'est celui qui reste le moins bien vu par toutes les analyses. On pose le postulat que les banques centrales doivent être indépendantes des États. C'est très problématique parce que la Banque centrale est un établissement public, par définition juridique. Banque d'Angleterre, Banque de France dans le temps, qui a été encore en cette émission, même la Banque centrale européenne, qui est une banque plurinationale, est un établissement public. Et vous voyez bien que siègent à ce conseil d'administration les représentants des banques, les grandes banques de France, d'Espagne, d'Allemagne, etc. Bon. Cet établissement public doit être curieusement soustrait à l'influence des politiques, parce que l'influence des politiques n'est peut-être que nuisible. Elle ne peut qu'entraîner, par exemple, la monétisation de la dette publique, le fait qu'on puisse, la monnaie centrale, la Banque centrale puisse créer de la monnaie au profit de l'État, pour lui permettre de payer ses fonctionnaires, de payer ses infrastructures, etc. Donc, alors, je fais un arrêt là, quand même, très important, parce que ce postulat, en tant que tel, était difficile à récuser. Néanmoins, ce à quoi nous avons assisté, c'était une crise de la dette privée que les banques centrales n'ont pas empêchée et ont même, dans certains cas, entretenu ou accéléré. Puisqu'on met en cause aujourd'hui ouvertement la politique de l'ancien président de la Banque centrale américaine, Alan Greenspan, et c'est vrai qu'il a pour des responsabilités, mais le point essentiel est celui que j'ai développé dans mon dernier livre, La trahison des économistes, c'est le suivant. Il ne semble pas qu'une banque centrale puisse être indépendante. De deux choses l'une. Ou elle est soumise à l'influence, bonne ou mauvaise, des politiques. Ou bien elle est en relation avec les acteurs des marchés financiers, c'est-à-dire avec les banques et avec les fonds de placement. Et à ce moment-là, elle tombe sous leur influence. Il ne me fait aucun doute dans mon esprit que les banques centrales américaines, anglaises, européennes sont tombées sous l'influence de ces marchés financiers. Et la preuve, c'est que tout a été fait au cours de la dernière crise, peut-être à raison, mais tout a été fait pour sauver ce système financier. La débâcle. Il a connu une débâcle partielle, qui est aujourd'hui à peu près stabilisée, mais tout a été fait par les banques centrales et par les États, par ailleurs, pour le faire. Et donc, cet État qui s'est retiré du jeu financier, qui s'est retiré des banques centrales, cet État aujourd'hui est soumis aux conséquences des désordres et des dérives qui sont produites dans la sphère financière. Alors, une observation terminale quand même pour dissiper une illusion ou un contresens. Dans les années 70, paraissaient encore des ouvrages souvent excellents dans leur forme, disant « Oh, l'inflation est certainement entretenue ou accélérée par la spéculation immobilière et financière. » La thèse de Jean Perlevat, dans un excellent livre, du point de vue de la facture, de construction intellectuelle, qui s'appelle « L'économie de spéculation », paru en 1978, au Seuil. Et Jean Perlevat, vous le savez, a été président de Crédit Lyonnais, mais avant ça, il a été, au cabinet de Pierre Mauroy, il a été l'un des artisans du plan de redressement de 82-83. Or, c'est le contraire. L'expérience que nous avons vécue depuis 30 ans montre qu'il fallait casser l'inflation pour permettre aux actifs que sont les actions et les immeubles de voir leur valeur s'accroître fortement. Donc il y a eu d'un côté inflation du prix des actifs, mais qui a coïncidé remarquablement avec une très faible inflation des prix des biens et services. La moyenne française depuis la fin des années 80, c'est 2,2 en termes de hausse des prix. C'est formidable. Actuellement, on est à 0. Certains annoncent l'hyperinflation, elle va peut-être apparaître, mais pour l'instant, on est à 0. Donc, vous voyez bien que c'est comme si nous avions deux sphères économiques complètement différentes. L'une qui est régie par une inflation régulière du prix des actifs, sauf crise, bien sûr, et une autre où il faut absolument empêcher les prix de trop s'élever. C'est la vérité. Si vous avez une forte inflation sur l'économie, eh bien, le jeu boursier devient impraticable. Il devient extrêmement pénible. Bon, après cette dernière intervention, le deuxième tournant, c'est le tournant libre-échangiste. Quand je dis libre-échangiste, je ne passe pas du point de vue de la théorie économique, mais bien entendu du point de vue idéologique. Il y a là
une accélération, un parti pris idéologique de faire le libre-échange. Ce tournant se situe exactement en 93-94. Hein, on fait les accords de l'OMC, on les signe à Marrakech au printemps 94, et c'est le moment où on modifie complètement l'architecture des relations commerciales internationales. Après la guerre, nous avions essentiellement un libre-échange entre les pays industrialisés anciens. Europe occidentale, Amérique du Nord, Japon, et d'autre part, une relation nord-sud, hein, avec des pays relativement pauvres ou produisant des matières premières. Bon. Ce schéma n'a pas posé de problème particulier. À partir de 1960, se passe quelque chose d'absolument majeur. Il y a l'essor de ce qu'on a appelé les dragons asiatiques. Cet essor est aujourd'hui oublié à cause de l'arrivée surpuissante de pays qui s'appellent la Chine, l'Inde, voire l'Indonésie ou le Brésil. Néanmoins, il est révélateur de quelque chose. Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour, Thaïlande à -1 degré, montrent que la capacité économique, le fameux système dit capitaliste, à tort ou à raison, n'est plus l'apanage de l'homme blanc, de l'Européen et de ses colonies de peuplement d'Amérique du Nord, hein, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. C'est vraiment les Asiatiques démontrent, certains Asiatiques démontrent qu'ils sont aussi capables que nous, avec leur propre modèle, avec leur propre gestion, de réussir à faire des choses vendues sur le marché international avec une qualité et des prix tout à fait compétitifs. Bon. Autrement dit, on voit tomber, on devrait avoir vu tomber le préjugé de supériorité de l'homme blanc sur les autres races qui peuplent la planète. Eh bien, c'est le contraire qui se passe. Les accords de l'OMC sont basés sur le préjugé d'une supériorité des pays européens et de l'Amérique du Nord, susceptibles, dans le cas d'un échange, d'un libre-échange mondial, de se spécialiser dans ce qui est le plus noble, le plus enrichissant, hein, le plus gratifiant. Les hautes technologies, bien sûr, les services financiers, bien sûr, dont on a vu qu'ils ont provoqué la catastrophe que nous subissons, et toutes ces activités de matière grise, tout en laissant au prolétariat du tiers-monde asiatique ou latin ou africain le soin de mettre les mains dans le cambouis pour produire des biens dits à faible valeur ajoutée. Bon. Cette vision est puérile. Et ce qui s'est passé depuis que les accords de l'OMC ont été signés, c'est depuis 15 ans exactement, 16 ans au printemps prochain, a démontré la non-validité de cette vision du monde. Attention, ce schéma est encore dans les têtes de presque tous nos politiques. J'étais à l'université d'été du Parti Socialiste le 29 août dernier, à une table ronde où siégeait Monsieur François Hollande. Je vais le dire en substance, peut-être un peu moins forte et abrupte, que ce préjugé n'était pas pertinent, c'était un préjugé au sens propre. François Hollande était venu pour dire notre supériorité, c'est la technologie. En termes, je ne défends pas textuel, notre supériorité, c'est la technologie. Voilà. Alors que nous savons que la Corée forme autant d'ingénieurs que les États-Unis, que le pays du monde qui forme le plus d'ingénieurs actuellement, c'est la Chine, que nous allons avoir en concurrent d'Airbus introduit en Chine en 2016, et tant d'autres, le meilleur équipement de télécommunications du monde, Huawei, est chinois. Bon. Donc, nous avons le démenti de ce préjugé, mais ce préjugé était à la base de ce libre-échange, et nous en subissons les conséquences. Bon. Alors, je voudrais quand même, puisqu'on est dans le cercle Aristote ici, et en regardant à la dérobée l'éthique de Nicomaque, ou l'éthique à Nicomaque, je ne sais pas si il y a deux orthographes différentes, je suis tombé sur un passage d'un chapitre intitulé de la justice, qui est le suivant, une phrase, hein. Cette réciprocité entre les rapports fait subsister la cité. Et Aristote décrit les rapports entre les citoyens, mais aussi dans le champ matériel, dans le champ des échanges économiques. Bon. C'est une réciprocité générale. Eh bien, on peut dire que les accords de l'OMC tendent à essayer de faire du monde tout entier l'équivalent de la cité d'Aristote du point de vue des échanges économiques,
une réciprocité multilatérale, hein, où on ne négocie pas avec les autres, chacun avec les autres, à ceci près que ce n'est pas la cité d'Aristote, la cité grecque, à laquelle nous avons affaire, ce n'est pas un organisme politique, c'est un système purement économique, commercial et financier. Donc, alors, ce multilatéralisme signifie quoi? Ça veut dire que les États sont ligotés. Ils ne peuvent pas prendre de mesures de protection commerciale, même les plus justifiées d'un point de vue technique ou économique, parce qu'ils sont ligotés par leur signature des accords de Wayne. C'est qu'il leur interdit de prendre des décisions unilatérales. Bon, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand d'augustes personnages comme M. Pascal Lamy ou M. Dominique Strauss-Kahn, nos compatriotes quand même, disent toujours il faut sauver le multilatéralisme, c'est ça, sauver le principe que les États ou les groupes d'États tels que l'Union européenne pris isolément ne puissent plus agir pour leur propre compte. Bon. C'est très lourd de conscience. Enfin, troisième élément de ce tournant libre-échangiste, ben, la Chine entre en scène, hein, c'est pas compliqué. 1,3 milliard d'habitants, non seulement 300 à 400 millions sont dans le champ de l'économie mondiale proprement dite, mais ils le sont avec une telle force. Ils ont tout bouleversé. Hein. Dernièrement, j'étais opposé à Jean Pisani-Ferry dans le cadre d'un débat organisé par Agorena, les anciens de l'ENA, et j'ai dit Eric Israelevitz, directeur de rédaction de la Tribune, modérait le débat, et puis vous savez, si on retirait la Chine du système actuel, avec tout ce que je viens de décrire, le système serait encore en état d'équilibre. Alors il m'a dit, c'est la Chine. Ben oui, c'est la Chine. Voilà. Non, et on ne peut pas l'exclure. Voilà. Alors, il y a deux choses que je voudrais vous donner, qui sont complètement omises aujourd'hui. Quand la Chine a vu qu'elle commençait à se développer, quand elle a vu que la marche au libre-échange, avec la complicité des États-Unis, hein, qui est fondamentale pour comprendre la situation, elle s'est dit, j'ai les moyens de mon ambition. Et que fait-elle? Elle dévalue sa monnaie. Le pays qui a une main-d'œuvre et même une matière grise parmi les moins chères au monde dévalue sa monnaie. Le yuan a été dévalué il y a une vingtaine d'années. 92, je crois. Et deuxièmement, que fait-elle? Elle supprime son assurance maladie. L'assurance maladie héritée du régime ancien est supprimée pour réduire de façon importante le coût du travail. Donc ici se donne les moyens d'une conquête impérialiste de l'économie mondiale. Alors, si vous conjuguez le premier tournant libéral, et que vous voyez la domination de l'actionnaire, d'un côté, qui demande du rendement, hein, des dividendes et de la valeur pour l'actionnaire, et le principe du libre-échange à l'échelon mondial, où on met en compétition la matière grise et la main-d'œuvre à l'échelon mondial, ça nous donne quoi? Une chose extrêmement simple, dans laquelle nous sommes englués, et semble-t-il irréversiblement, indépendamment de toutes les questions financières. La déflation salariale. L'homme au travail, je parle l'homme au sens générique, l'homme et la femme. L'homme au travail est le perdant radical, et je dis dans mon introduction du dernier livre, de cette expérience de mondialisation. C'est donc, et nous avons maintenant à l'échelon de la planète dans son ensemble, et sauf cas d'espèce, je ne parle pas bien sûr pour les cadres supérieurs, pour les traders, etc., qui sont les cas d'espèce, les gens sont payés moins qu'ils ne donnent dans leur activité. Ce soit en Allemagne, l'Allemagne sous-paye sa main-d'œuvre très qualifiée, sa matérialiste qualifiée. La France, à un moindre degré, hein, est sans doute le pays d'Europe où on massacre le moins les gens au travail. Mais les États-Unis, bon, j'ai lu ce point avec les États-Unis. Entre 2000 et 2007, et dans ce numéro de 8 années, l'économie américaine aurait enregistré des gains de productivité égaux à 18%. Il faut se méfier de ces calculs. Hein. Ils ne sont peut-être pas parfaitement réalistes. Néanmoins, il est sûr que l'économie américaine a réalisé des gains de productivité non négligeables, hein, ne serait-ce que 10 ou 12%. La rémunération globale du travail, en incluant tous les bénéficiaires de l'évolution, les cadres supérieurs, les consultants, excusez-moi Jean-Luc, les banquiers, etc., a évolué de 0% sur la période. Alors je vous pose la question suivante et je vais y répondre en même temps. Imaginons qu'on ait distribué les gains de productivité à la masse
des Américains au travail, toutes catégories confondues. Et qu'on les distribuait en particulier aux gens qui s'endettaient durant la même période. Pensez-vous qu'on parlerait aujourd'hui du subprime rate, de la défaillance, la défaillance massive des ménages emprunteurs à ce titre? Eh bien, je crois que non. Je crois que les revenus distribués aux États-Unis ont été assez nettement supérieurs à ce qu'ils ont été. Un grand nombre de ménages qui ont été en défaut de paiement, en retard de paiement, auraient payé à l'échéance. Et on ne parlerait pas de cette question. Bon. Alors, parce qu'il faut savoir trier entre tous les éléments. Bon, la déflation salariale, c'est une seule chose à retenir, la titrisation de la déflation salariale. Alors, état des lieux, l'état des lieux est consternant, hein, vous le savez bien. Bon, nous avons une crise, alors c'est une crise occidentale quand même. Hein. Cette organisation a été voulue par les Occidentaux pour eux-mêmes et pour les autres en même temps. Et c'est une crise occidentale, nous sommes pris à notre propre piège. Tous les pays sont concernés, sauf peut-être des petits pays comme la Suède ou la Finlande, et encore. Ne croyez pas que l'Allemagne ne soit pas dans le pétrin comme à différence de ses partenaires européens. Ne croyez pas cela. Nous sommes tous dans la même nasse. Bon. Alors, il faut comprendre la chose suivante. Le crédit au ménage a été la béquille qui fait tenir le système. Les gens étant sous-rémunérés. La béquille est tombée. Mais ce que fait que lorsque quelqu'un qui est appuyé sur une béquille voit sa béquille tomber, il tombe avec. Eh bien, c'est la même chose qui s'est produite pour nous. Notre béquille est tombée et nous sommes maintenant dans une crise globale qui a son origine principale, la déflation salariale. Nous avons donc, premièrement, alors sachez que les anglo-américains appellent la crise de Great Recession. Hein, c'est le mot qui court dans tous les médias de ces pays, par opposition à la Grande Dépression et aussi par opposition aux récessions classiques, qui étaient beaucoup plus modérées et beaucoup moins dévastatrices que celles que nous sommes en train de connaître. Alors, la Grande Récession est d'abord une crise de la demande, mais elle est originale, hein, ce n'est pas la crise de la demande définie par Keynes. Quand Keynes exprime, on ne connaît pas ce système d'endettement discrétionnaire des ménages qui s'est établi dans différents pays. Bon. C'est donc dans un autre contexte hein, qu'il place sa théorie générale. On peut faire référence à Keynes, mais il faut savoir être prudent. Hein. C'est une économie différente qui est tombée en crise, une économie différente de celle qu'il a pu décrire et analyser. Bon. C'est une crise de la titrisation. Hein, je rappelle ce qu'a dit Richard Fisher. C'est une crise industrielle. C'est un point essentiel. Hein. De savants auteurs, je pense au professeur d'économie de l'école normale supérieure de Daniel Cohen, ont fait des livres intitulés « 3 leçons sur la société post-industrielle ». Vous disiez, l'industrie c'est fini. Et effectivement, quand on constate les chiffres, on s'aperçoit que dans beaucoup de pays occidentaux, l'industrie représente une part vraiment minoritaire de l'activité et des emplois. Même quand on inclut les services à l'industrie, ce qu'on oublie toujours de faire, mais qu'importe. Mais deux choses sont oubliées. Premièrement, ces emplois industriels ont migré en partie vers d'autres régions. Bon. Un pays comme le Brésil a une industrie qui représente 28% des emplois. Et si on ajoute les services à l'industrie, ça veut dire que plus de 40%, près de la moitié des emplois, dans un grand pays agricole et minier comme le Brésil, est constitué par l'industrie. Bon. Et en Asie émergente, le chiffre de l'emploi manufacturier et industriel est beaucoup plus élevé que chez nous. Donc il y a eu en fait un transfert hein, de certaines zones vers d'autres zones. Deuxième point, c'est que même dans les pays où l'industrie est devenue très fortement minoritaire, la crise industrielle a été dévastatrice. Et je vais vous donner des chiffres, hein, je ne veux pas vous accabler, mais la production industrielle a baissé au creux de la crise. Hein. En France, elle a baissé de 18%. En Allemagne, de 24%. Au Japon, de 37%. Bon. Aux États-Unis, de 15% seulement. Mais sachez que bon, près de la moitié de l'industrie américaine est constituée par l'industrie des biens d'armement, qui, elle, ne fléchit jamais. Hein. Bon. Néanmoins, vous voyez bien, vous avez vu les pertes d'emplois massives qui en ont découlé. Bon. Alors, le troisième point, donc, crise de la demande, crise industrielle, crise financière. La crise de la dette privée a réagi de manière dévastatrice sur la dette publique. Les dettes du G7, les trésors publics du G7, de l'ancien G7, dettes publiques, ont augmenté en moyenne
de 50% en l'espace de 3 ans, entre 2007 et 2010. Sous 3 effets que vous connaissez tous. Aide aux banques, soutien à la demande intérieure en catastrophe, et surtout effondrement des recettes fiscales. TVA, impôt sur les bénéfices, impôt sur le revenu, taxe sur les produits pétroliers, tout ça s'effondre. Bon. Et l'État, la première source de cette explosion des déficits que vous voyez dans différents pays et de l'explosion corrélative de la dette, c'est ça. C'est qu'il y a toutes les petites entreprises espagnoles qui font faillite, elles ne paient plus d'impôts sur la société. Alors, donc, le problème est désormais le suivant, est-ce que les dettes publiques ne vont pas connaître la même chose que les dettes privées? Eh bien, c'est tout à fait possible. Dubaï et la Grèce sont probablement des estafettes d'un détachement plus important, représenté par les trésors publics occidentaux. Et demain, alors, les deux pays qui sont, il faut que vous le sachiez, qui sont sous le regard scrutateur des opérateurs financiers s'appellent l'Espagne et l'Angleterre, voire les États-Unis, l'Espagne et l'Angleterre. L'Espagne a vu qui était en excédent budgétaire, aujourd'hui un déficit budgétaire de 11,5% du PIB. L'Angleterre, alors elle est minée par le fait qu'un Espagnol sur 9 a perdu son emploi. C'est le record hein, dans les pays importants. Par le fait que ces entreprises aussi sont très endettées, parce qu'elles ont accompagné l'essor local. Donc l'Espagne, et même ces banques qui ont beaucoup titrisé, qui ont revendu beaucoup de leurs prêts, ont quand même des prêts hein, dans leur compte. Et le monde des caïchas, des caisses d'épargne espagnoles, est en très grande marche. Première, mais Espagne et Angleterre. Pourquoi l'Angleterre? Parce que c'est un pays qui a évidemment le même problème de surendettement de ses particuliers, et qui a plus un autre problème, c'est que ces banques nationalisées continuent à sécréter des pertes. On parle toujours de la socialisation des pertes, mais c'est après. C'est-à-dire quand le Crédit Lyonnais fait faillite, c'est l'État français qui reprend les pertes du Crédit Lyonnais. Seulement attention, quand ces banques ont encore des créances qui génèrent des pertes, eh bien les pertes de ces banques remontent dans les comptes de l'État. C'est ainsi que M. Gordon Brown a lâché 40 milliards de livres sterling à l'automne dernier pour soutenir ces 3 banques nationalisées. Nationalisées sous l'effet de la crise. Donc là aussi, il y a un très gros risque. Et le problème, c'est que si l'Espagne et l'Angleterre craquent, tout le monde craque. Alors donc, la situation est extrêmement périlleuse. Bon. Sans stabilisation économique durable, sans croissance économique durable, nous avons une récidive de la crise à l'échelon occidental tout entier. Alors les perspectives, elles sont évidemment c'est le risque majeur à court terme, dont on peut espérer quand même qu'ils ne vont pas se matérialiser, mais je n'y crois pas beaucoup. Alors 2 hypothèses, on va prendre 2 hypothèses très théoriques, si vous voulez. La première, c'est une hypothèse favorable, stabilisation, hein, avec petite croissance résiduelle dans nos différents pays. Bon. On va gérer très difficilement les dettes publiques et privées. C'est-à-dire qu'on va essayer d'amortir tout doucement le coût, sans parvenir à les résorber, hein, surtout la dette publique. Hein. Les dettes publiques ne seront pas résorbées. Il ne faut pas croire cela. Le vieillissement démographique, l'affaiblissement, la contraction du tissu économique, du tissu industriel, nous interdisent d'espérer un redressement de nos comptes publics, un redressement important de nos comptes publics. Alors, le point le plus négatif, à mon humble avis, dans la situation actuelle, c'est quand même la masse des emplois détruits. 9 millions d'emplois détruits aux États-Unis, près de 2 millions en Espagne, 600 000 en France, le pays apparemment le moins touché avec l'Allemagne. Bon. C'est dire l'importance d'emplois qui ne devrait pas être créés. Voilà le premier sujet d'alarme. Deuxième sujet d'alarme, bon, la déflation salariale va se poursuivre. Il n'y a aucune raison que les entreprises se mettent brutalement à changer de politique de distribution de rémunération et deviennent généreuses alors qu'elles ont été jusqu'ici, au contraire, restrictives. Bon. Et le troisième point, alors, bien entendu, les délocalisations s'intensifient, mais ça, on trouve ça tout à fait normal. Attention à un point beaucoup plus discret, moins visible que les 3 que je viens d'indiquer, c'est que les acheteurs eux-mêmes, et pas seulement les acheteurs de la grande distribution et de l'industrie, mais le consommateur lui-même, va s'orienter vers le low cost, le bas prix. Et parce que ses moyens étant réduits ou précaires, ben il va arbitrer, hein, il va prendre ce qui est plutôt moins cher, je parle du consommateur ordinaire. Hein, voilà. Et c'est un phénomène qui va
qui va porter quand même vers des produits qui viennent d'ailleurs, hein, de nos contrées occidentales. Bon. Alors ça, c'est l'hypothèse favorable, hein, donc une espèce d'affaissement lent, progressif de nos systèmes. Hypothèse défavorable, c'est évidemment les risques majeurs que j'évoquais tout à l'heure. Et en plus, il y a ce que j'appelle l'interrogation chinoise. L'interrogation chinoise, c'est... Pendant 30 ans, les dirigeants chinois, et là il ne faut pas distinguer entre les privés et les publics, hein, la symbiose est pratiquement parfaite dans ce pays, ont opté pour un schéma économique contestable, mais qui a réussi d'exporter, de priorité à l'exportation. Ils ont très bien piloté la régulation conjoncturelle. Hein. Quand l'inflation est apparue, ils ont réussi à la modérer, à la discipliner. Ils ont tenu leur système avec beaucoup d'habileté. En 2008, ils ont pris peur. Dès le mois de juin, ils ont parfaitement compris que la crise occidentale était majeure, avant même que nos gouvernements s'en aperçoivent. Et ils ont réaccroché le yuan au dollar pour l'empêcher de s'apprécier. Hein, donc le lien fixe était rétabli. Et deuxièmement, ils ont ordonné aux banques d'accélérer le crédit. Ceci fait qu'en l'espace de 2 ans, le rythme du crédit, les flux de crédit en Chine a quadruplé. Et ceci fait que les prix de l'immobilier ont explosé. Hein, le prix du mètre carré à Shanghai a doublé en un an. Et sur le seul mois de janvier, le prix du mètre carré dans les 77 premières villes de Chine a augmenté de 10% dans le mois. Nous avons une bulle du crédit, une bulle immobilière en Chine de très vaste ampleur. Inutile de me demander ce qui va se passer, mais je crains le pire. Parce qu'il n'y a pas de raison que la bulle du crédit américaine ou anglaise ou espagnole implose et que la bulle du crédit chinoise ne implose pas. Donc là, il y a une interrogation supplémentaire dont les journaux anglo-américains, Financial Times, Herald Tribune, Wall Street Journal parlent, mais pas beaucoup nos médias français qui sont toujours en retard d'au moins un wagon, sinon plusieurs trains sur l'horaire. Bon. Je terminerai avec cette interrogation chinoise. La mondialisation a été américaine et chinoise, c'est une connivence du ce qu'on appelle aujourd'hui G2. La crise a commencé avec une crise américaine, pourrait s'achever avec une crise chinoise. Et ce serait une crise vraiment globale au sens vrai du terme. Alors, j'en termine avec cela, en vous remerciant de votre attention. Vous me direz, mais vous n'avez pas beaucoup de propositions à faire, M. Hureo. Si, j'en ai, mais je préfère les réserver pour le débat, et en me souhaitant, bien sûr, aux questions que vous n'allez pas manquer de me poser. Merci de votre attention. Merci à vous.